Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir et avec moi dans le studio Judith Omanda, militante des droits humains, cofondatrice et secrétaire générale de la diaspora gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Nathalie, bonjour. Alors vous êtes issue d'une famille d'opposants. Vous avez 30 ans, vous êtes arrivé aux États-Unis, à New York, quand vous aviez 19 ans, tout juste 19 ans, après votre bac, pour poursuivre vos études. Vous avez obtenu en 2010 une licence en gestion d'entreprise et business administration, et vous avez décidé de rentrer au Gabon pour y travailler, mais à cause de la situation politique et sociale du pays, vous revenez en Amérique au bout d'un an. Au cours d'un séjour au Gabon en 2016, votre intérêt pour la politique grandit avec la présidentielle du 27 août. Vous vous impliquez dans la campagne électorale de l'opposition. Vous revenez aux USA avant la date du vote. Vous êtes membre actif de la diaspora gabonaise, donc aux USA. Vous coordonnez plusieurs activités, dont celle de New York. Vous êtes ancienne membre fondatrice du Conseil gabonais de la résistance de New York et du CGR international. On peut dire que c'est le mouvement qui soutient Jean Ping. Oui. Vous êtes une avide tweeteuse, n'est-ce pas, sur les droits humains. Et vous, les réseaux sociaux, vous faites des campagnes de sensibilisation sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution et le Code pénal gabonais. Merci beaucoup encore, Judith, de participer à cette émission. Vous êtes venue tout spécialement de New York pour faire l'émission avec nous. C'est pour ça que je vous en remercie doublement. Votre engagement politique, Judith, en tant que jeune femme, ça a commencé quand ? Je dirais que ça a commencé, disons que ça a commencé en 2016, du moins que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic. Mais personnellement, ça a toujours été en moi. La défense des autres, des humains, la justice, ces valeurs-là ont toujours été une partie de moi. Et on peut dire qu'après les élections en 2016, ça n'a fait que réveiller ce qui était enfoui à l'intérieur de moi. Après ce qui s'est passé. Il y a eu un déclic, on connaît un petit peu on connaît la situation au Gabon avec les dernières élections. Et du coup, vous êtes du côté de l'opposition. Bon, on va pas faire trop de politique parce que c'est pas l'objectif du magazine, d'autant plus qu'on n'a pas l'autre partie, la partie gouvernementale. Mais cela étant, vous êtes une jeune femme, vraiment une jeune Gabonaise, vraiment très engagée dans la politique. Est-ce que dans votre entourage, vous avez ne serait-ce qu'à New York, alors comment ça se passe ? Vous êtes combien de femmes là-bas ? Est-ce qu'elles sont toutes comme vous ? Du côté de New York, il y a plusieurs femmes, effectivement, qui sont très impliquées aussi. Beaucoup sont au devant de la scène. Il y a d'autres aussi qui sont en arrière-plan. Mais la femme gabonaise est très impliquée pour la cause du Gabon. Et vous représentez une certaine partie de la diaspora, on va dire. Oui. Les autres de la diaspora, celles qui sont plutôt côté gouvernement, est-ce que vous côtoyez ou pas du tout à New York, aux États-Unis ? Je dirais que depuis les élections de 2016, il y a eu une fracture au sein du peuple gabonais. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais cette amitié qu'il y avait entre nous, elle a quasiment disparu. Ah oui, à ce point-là ? Oui. Elle a quasiment disparu parce qu'il y a un esprit de méfiance, on ne sait réellement pas à quel sein se vouer. Mais alors, comment ça se qualifie ? C'est-à-dire qu'on a essayé d'en discuter entre nous quand même, ou c'est plutôt chacun se retranche, comme vous dites, de son côté, oui. C'est très difficile. C'est très difficile d'essayer de regrouper tout le monde parce qu'on est plus sur la défensive qu'autre chose. Les événements qui ont eu lieu et après la crise, tout ce qui a suivi a vraiment fracturé. Vous avez perdu des amis comme ça, à cause de la politique ? Je ne dirais pas que j'en ai perdu personnellement, mais j'en ai perdu des membres de ma famille, oui. Des parents, oui. Qui n'étaient pas d'accord avec vous ? Qui n'étaient pas d'accord avec ma vision des choses. Ouais. Par exemple, même sur mon compte Facebook, il y a beaucoup de mes amis qui m'ont supprimé. Ah oui. Oui. Et mais du côté de la famille, c'est un petit peu plus dur quand même. Je dirais oui et non, mais plus non. Parce que c'est l'opposition dans ma famille déjà. Donc voilà.
c'est dans la presse. Le 23 février 2018, l'ONU a révélé de nouveaux abus au Soudan du Sud. Les témoignages sont épouvantables. Si vous avez des enfants qui écoutent cette émission, je vous recommanderais de les éloigner. Des soldats ont arraché les yeux d'une femme âgée qui tentait de défendre sa fille de 16 ans contre 17 autres qui ont ensuite violé la jeune fille. Le père de famille a été décapité. Le dernier rapport sur les violations des droits humains dans la guerre civile au Soudan du Sud inclut cette horrible journée dans la ville de Pagak et bien d'autres avec d'autres témoignages tout aussi effroyables. La souffrance et la cruauté étaient pires que quiconque aurait pu l'imaginer, a déclaré Andrew Clapham, membre de la commission d'enquête et professeur de droit international. Judith Omanda, j'aimerais bien avoir votre réaction par rapport à ce que je viens de lire, cette nouvelle parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Il est vrai que les violations des droits de l'homme sont enregistrées un peu partout à travers le monde. Pour ce qui est du Soudan, on en parle depuis plusieurs années. Soudan du Sud. Du Soudan du Sud, oui. On en parle depuis plusieurs années. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas réellement grand-chose qui est fait à ce niveau-là. Aujourd'hui, par exemple, mon pays, le Gabon, vit la même chose. L'ONU aussi a Pas tout à fait quand même, c'est pas la guerre. Pas tout à fait, c'est pas la guerre, effectivement. Mais il y a une enquête qui a été ouverte au niveau du Gabon en septembre 2017 concernant les crimes et les délits qui ont été commis durant la crise électorale. Il y a eu des découvertes de fosses avec des corps, et ça c'est l'ONU qui le dit. Et aujourd'hui, il n'y a pas de suite par rapport à cette enquête-là, depuis septembre. Donc je pense que c'est un problème que l'on retrouve un peu partout en Afrique aussi. Les droits humains. Les droits humains, oui. Les violations des droits humains. Et vous-même, est-ce que vous avez l'intention de retourner au Gabon? C'est chez moi, c'est mon pays. Ouais. On n'a pas de pays de rechange. Même si je vis ici aux États-Unis, à l'intérieur de moi, je suis gabonaise, avant toute chose. Parce qu'en fait, vous étiez allé là-bas pour chercher du travail. Et vous m'avez dit auparavant qu'ici, c'était beaucoup plus facile de trouver du travail avec des diplômes. Et vous m'avez parlé de ce problème, si on n'est pas du côté du pouvoir, c'est plus difficile de trouver un emploi. Oui, effectivement, parce que la corruption bat son plein au Gabon. Vous pouvez être diplômé d'une université, vous pouvez avoir fait vos études à l'étranger. Une fois que vous rentrez, si vous n'avez pas de connexion ou quelqu'un pour vous pistonner, vous ne pouvez pas avoir un emploi. C'est la triste réalité sur le terrain. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes gabonaises sont à même de faire changer les choses ou... Définitivement. Oui. Définitivement. Dans quel sens? Dans le sens où la femme gabonaise, à la base, c'est la mère. C'est la mère de la nation. Et c'est assez étonnant qu'aujourd'hui, on constate que la femme gabonaise au Gabon est très silencieuse sur ce qui se passe au Gabon. On se demande pourquoi elle ne s'implique pas suffisamment. La femme a un rôle important à jouer dans la société. Je pense que la femme gabonaise peut très bien jouer un grand rôle. Les droits des femmes au Gabon, ça évolue un peu? Je ne dirais pas que ça évolue, je dirais que ça vient à pas d'escargot. Mais il faut qu'on donne la possibilité aux femmes de pouvoir s'exprimer un peu plus sur la scène politique comme sur la scène sociale. Mais au Gabon, comme je le disais tantôt, tout est corrompu. On a des femmes en politique qu'on pourrait citer, ou en tout cas des femmes qui seraient bien au devant de la scène ou pas? Il y a des femmes qui sont au devant de la scène. Actuellement, la majorité des femmes sont dans la diaspora, celles qui sont actives, mais il y en a aussi au Gabon. Je peux en citer quelques-unes à qui je voudrais rendre un brillant hommage. Maintenant que je suis là, il y a plusieurs femmes, même ici aux États-Unis, vous avez des femmes comme Cheryl Bennett, Belinda Onjembe, Rev Velenombo, Dana Lezama, Béa Tuntum. En France, vous avez des femmes comme Laurence Ndon, comme Mengemeya, Amélie Zemo, Suzanne Barat, Claire Newman, Frédéric Adam. Au Gabon, vous avez des femmes charismatiques aussi, comme Chantal Miboto, comme Annie Léa Meillé, Georges Toussaint, vous avez Chantal Evila, vous avez Madame Oyugu aussi. Donc en fait, oui, mais le problème c'est toujours le même, c'est que
on va l'écouter un petit peu après. Hein. Le problème, c'est qu'il y a gouvernement et opposition. Et là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a vraiment la rupture entre les deux. Hein. Oui, définitivement. Parole de femme. Judith, je cite une personnalité gabonaise ici qui a dit « Il faut se battre ensemble, ne pas avoir peur, ne pas reculer, personne ne fera le travail des Gabonaises. Il faut compter sur soi-même, organisez-vous, sinon vous n'arriverez à rien. Unissez vos efforts pour obtenir ce que vous voulez. » Qui a dit cela en 2013 en direction des commerçantes de Port-Gentil? Je vous laisse deviner. Allez, dites-le moi. Chantal Evila. Votre maman, militante des droits des femmes, ancienne sénatrice du 3e arrondissement de Port-Gentil, aujourd'hui présidente de l'association des femmes résistantes de la capitale économique du Gabon. Je lui ai demandé quelle était la principale raison de son entrée en politique. Mais c'est le constat que les femmes ne s'impliquaient pas ou n'étaient pas du tout impliquées dans la vie politique ou alors très peu. Bon, depuis une vingtaine d'années, les femmes participent de plus en plus. Mais elles ne sont pas très très nombreuses à avoir conscience du poids qu'elles peuvent représenter. Parce qu'au Gabon, nous représentons 52% de la population, nous les femmes. Donc, normalement, il appartiendrait aux femmes de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais malheureusement, très peu de femmes sont conscientes de ce poids-là. Et beaucoup sont plutôt du côté du gouvernement, pour des raisons qui leur sont propres. On ne va pas le leur reprocher. Mais quand quelque chose va mal, il faut chercher à changer cet état de fait. Est-ce qu'il y a des lois sur la parité dans votre pays? Il y a des lois, mais elles ne sont pas mises en application. Les intentions restent au stade d'intention. J'ai un message de votre fille qui vous est adressé, je vais vous le lire. Elle vous dit: tu es une femme forte, exceptionnelle, un modèle d'émancipation de la femme gabonaise, une mère simplement, reste telle que tu es et surtout ne lâche rien. Ah, ça c'est vraiment ma fille, c'est vraiment elle. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, vous, à votre fille? J'aimerais lui dire également que j'ai tracé le sillon, elle l'a suivi déjà, elle-même elle a pris l'initiative de le suivre, donc elle continue, le combat continue, on en a encore certainement pour longtemps, mais il ne faut pas qu'elle se décourage aussi. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux femmes d'Afrique? Oh, les femmes d'Afrique. Les femmes d'Afrique, il faudrait d'abord que nous soyons unis. Il faut que toutes les Africaines soient ensemble. Parce que ce n'est pas un combat qui peut aboutir si nous sommes éparpillés. Nous avons un combat commun. Donc il faudrait que nous nous donnions la main pour essayer de faire bouger les choses. Alors justement, est-ce que vous pourriez envisager un rapprochement avec des femmes qui sont du parti au pouvoir, par exemple? Pour le moment, les choses étant ce qu'elles sont, ce n'est pas possible. Sur certains points qui concernent toutes les femmes? Bon, peut-être sur certains points, mais ces points-là seront à regarder ensemble parce que honnêtement, nous ne regardons pas dans la même direction. Donc, ça va être difficile. C'est à voir. Est-ce que vous vous êtes déjà présenté à une présidentielle? Jamais, oh là là. Pourquoi? Mais parce que pour une présidentielle, il faut beaucoup de moyens pour faire la campagne. Emilienne Evila, militante politique et défenseur des droits des femmes au Gabon. Judith Omanda, vous avez entendu votre maman, votre réaction? Pour aller dans le même sens qu'elle, je dirais simplement que il y a un adage qui dit que lorsqu'un pays est en péril, cela signifie que la femme n'a pas joué son rôle. Donc même si aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation où le pays est divisé politiquement, il faudrait que les femmes puissent s'unir et comme elle a si bien souligné, que l'on puisse regarder ensemble dans la même direction. Parce que vous savez, même quand vous regardez le symbole du Gabon, le sceau du Gabon, c'est la mère qui allait son enfant. Donc il faudrait qu'on puisse s'unir en dehors de la politique. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est une voie sans issue là, par rapport à la situation du Gabon tel que vous le décrivez, par exemple? Vous l'avez dit, il y a vraiment le côté Ali Bongo, Jean Ping, c'est très 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 séparé.
et visiblement aucune communication entre les deux. Est-ce que à ce niveau-là, vous avez décrit hein, la femme, l'emblème du Gabon, est-ce qu'à ce niveau-là, les femmes n'ont pas le sentiment finalement qu'elles pourraient faire quelque chose pour rapprocher les deux camps, par exemple? Je pense que si. Je pense que si. Mais il faudrait que ces femmes-là puissent braver la peur. Parce que nous vivons dans une dictature au Gabon. Il y a des choses qui sont interdites. À chaque fois que vous essayez de vous retrouver quelque part, en réunion ou en association, il y a la police qui est envoyée. Directement, il y a des arrestations. Donc, il y a ce problème-là qui fait en sorte que même si ces femmes-là essayent de regarder dans la même direction, ce problème-là fait en sorte qu'elles n'arrivent pas à se retrouver. Mais je pense que le sentiment, il est partagé. Parce que tout le pays traverse la même situation. Sentiment partagé. Voilà. Je voudrais parler un petit peu du rapport du Forum économique mondial 2017 sur l'égalité des genres. Aucun pays n'a atteint la parité entre les genres en ce qui concerne les opportunités économiques et le travail dans le monde entier. Oh, wow. Je ne vais pas décrire un petit peu tout. Dans le classement des 5 meilleurs pays pour l'égalité des genres, on retrouve le Rwanda devant la Suède, juste derrière l'Islande, la Norvège et la Finlande, hein, les pays du Nord. Et le Gabon est 28e sur 52 pays africains. Là, c'est seulement sur les pays africains parce qu'il y a 144 pays. Hein. On a les États-Unis qui ont reculé à la 49e place sur 144. Oh, wow. Ils étaient à la 23e place. Une belle descente. Et le Gabon donc se situe en bonne position en ce qui concerne le développement humain. Donc c'est tout ce qui est éducation des jeunes filles, des petites filles, etc. Mais pas en matière d'égalité devant la loi. C'est ça qui vous intéresse. 41e rang sur 52, soit au même niveau que la Somalie. Intéressant. L'on note des retards notamment sur les droits de propriété, de veuvage et de divorce et une faible représentation des femmes en politique. Si jeunesse pouvait. Des études sur l'alcoolisme au Burundi montrent que certains jeunes consomment de l'alcool dès l'âge de 10 ans. Notre correspondant Christophe Nkurunziza a tendu son micro à une jeune femme qui était dépendante de l'alcool. On l'écoute. Premièrement, j'étais devenue l'amie de la boisson alcoolisée. Je me comportais autrement après en avoir ingurgité des litres. J'avais abandonné les études et mes relations avec mes parents et les amis. Mon ami préféré, c'était la boisson. Mais après avoir suivi les enseignements de l'association des guides et scouts du Burundi, et ces enseignements m'ont réellement transformée. Je suis revenue dans ma famille que j'avais abandonnée. J'ai demandé pardon à ma famille. Maintenant, je me porte bien car je suis retournée à l'école. Aujourd'hui, je vais terminer mes études. Le voisinage peut même témoigner de mon changement positif de comportement. Jean-Marie Nyokubwayo, lui, a terminé les études mais ne parvient pas à abandonner l'alcool qu'il a commencé à prendre à 10 ans. Témoignage. J'ai commencé à boire à un bas âge. Maintenant, j'ai terminé mes études et j'ai continué à boire à un niveau un peu avancé. Il y a un ami qui m'a approché et qui m'a sensibilisé. Et j'ai vu que moi, dans l'alcool, c'est pas quelque chose de faire confiance parce que ça ruine nos vies. Personnellement, je commence à voir que en continuant à boire à ce niveau, je ne peux pas arriver à faire quelque chose dans ma vie. Maintenant, j'ai pris une décision de boire modérément, même à abandonner carrément, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire confiance en me voyant dans l'état d'ivresse. Ida Claire est une des responsables des guides au Burundi qui est au fait de l'insouciance des jeunes burundais face à l'alcool. Ida indique que plus de 30 000 jeunes ont déjà bénéficié de leur formation. Elle tente d'expliquer pourquoi les jeunes burundais s'adonnent souvent à l'alcool. Les jeunes ont été utilisés par les politiciens parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'ils n'ont pas de boulot. On peut manipuler la jeunesse juste avec une bouteille d'alcool. Les jeunes, étant donné aussi que la culture du Burundi favorise la consommation d'alcool dès le bas âge, il n'y a pas de loi pour que l'enfant grandisse en sachant que c'est interdit de boire de l'alcool avant tel âge. Et via les actions que nous sommes en train de mener dans la population, on continue la sensibilisation et aussi à essayer de toucher beaucoup plus de décideurs afin de comprendre la nécessité qu'il y ait une loi ici au Burundi qui protège les jeunes. Même si l'alcool reste un élément socialisant dans la culture, il devient réellement un danger pour eux s'il est consommé régulièrement. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique. Judith Omondar, vous voulez revenir sur les questions légales, hein,
en matière d'égalité devant la loi, la femme au Gabon? Qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Au Gabon, je dirais que je ne sais pas si on pourrait qualifier ça d'égalité devant la loi. Parce que quand on regarde comment les femmes aujourd'hui atteignent leur objectif, par exemple pour obtenir un emploi ou une promotion, la loi n'est pas mise en vigueur. Au Gabon, c'est la corruption, comme je le disais plus tôt. La corruption et la corruption. Il faut connaître quelqu'un, il faut être parenté à quelqu'un. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes les femmes qui ont des grands postes au Gabon, qui sont cadres, elles sont forcément du parti au pouvoir, ou elles ont un frère, ou elles ont un parent qui les ont mis là. Parfois, il y a d'autres qui passent par ce que je qualifierais de promotion sexuellement transmissible. Donc c'est un problème en fait, la question d'avoir des emplois dans les gouvernements. Oui. C'est pas seulement par rapport aux femmes, c'est un petit peu général. C'est général. Dans beaucoup d'endroits en Afrique ou ailleurs. Vous vouliez parler très rapidement de l'éducation formelle, de la jeunesse qui veut s'exprimer au Gabon. Oui, en ce qui concerne l'éducation formelle, que j'appellerais aussi l'éducation civique, je constate effectivement amèrement que la population gabonaise aujourd'hui manque d'éducation formelle. Nous n'avons plus accès à l'éducation civique, qui est quelque chose qu'on nous enseignait à l'école. Aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas normal que les Gabonais ne connaissent pas leur constitution, que les Gabonais ne connaissent pas... C'est ce que vous faites, vous, à travers les réseaux sociaux. Oui, vous essayez de sensibiliser, sur ces connaissances-là. Oui, parce que c'est très important. Au moins, si tu connais tes droits, tu peux te défendre. Tu peux aussi en connaître les limites, parce que on ne connaît pas nos droits et on ne sait pas à quel moment il faut s'arrêter. Et je pense que le système en place l'a compris depuis longtemps. C'est pour ça qu'il y a un frein à l'éducation au Gabon, parce que même quand vous regardez les conditions dans lesquelles les enfants, les jeunes étudient, c'est scandaleux. C'est très scandaleux. Vous avez des élèves... Peu de moyens encore, c'est ça? Peu de moyens. Et pourtant, vous remarquerez que le gouvernement gabonais fait des gros dons à l'étranger. Par exemple, ici aux États-Unis, ça a été le cas en 2012. Vous avez le gouvernement gabonais qui a fait un don de 20 millions de dollars à l'université d'Oregon. Au lieu de développer les écoles au Gabon. Pendant ce temps, nos enfants, ils étudient à même le sol. Il n'y a pas de table-banc. Vous voyez? Entre parenthèses. Suite à la tuerie dans un lycée de Parkland en Floride, aux États-Unis, ayant fait 17 morts et de nombreux blessés, le président Donald Trump a proposé d'armer les enseignants. Depuis cette fusillade, des lycéens se sont mobilisés à travers le pays pour que le gouvernement américain prenne des mesures sérieuses contre ce fléau. Pour une réaction, j'ai joint un professeur de l'université du Maryland, Erika Cefalo. Le problème est que tout le monde est si divisé et le NRA, National Rifle Association, a presque acheté nos congressmen. Et donc, c'est vraiment difficile même d'avoir cette conversation entre nous. Mes amis et mes collègues sont pour la plupart contre les armes. Contre le port d'armes d'une manière générale, voilà, vous voulez dire? Oui, mais à l'université, la culture est très, très différente. Moi, je viens du Kentucky, en fait. Je connais bien cette culture rurale au milieu des États-Unis, au sud et au Midwest, où on croit qu'on a besoin des armes pour se protéger. J'ai de la famille qui sont complètement pour les armes. Donc, même au sein des familles, c'est très difficile à en parler. Avoir une vraie discussion, c'est très personnel. Le président Donald Trump a dit que si une telle mesure du port d'armes par des enseignants pouvait être envisagée, ce serait environ 20% des enseignants qui porteraient l'arme et ce seraient des adeptes des armes. Qu'est-ce que vous pensez de cela? L'idée que les professeurs
auront des armes à l'université, cela me semble dangereux et irresponsable. On a déjà du mal à contrôler la police aux États-Unis qui tire déjà trop sur nos citoyens souvent innocents. Je ne peux pas imaginer les professeurs avec les armes à l'école. Impossible. Et alors vous, qu'est-ce que vous préconisez pour que ce type de fusillade n'ait plus lieu dans les écoles américaines, dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités? Il faut vraiment qu'on reconsidère nos lois sur la porte des armes et qu'on commence à réduire le nombre de citoyens qui portent des armes et qu'on revoie les règles qui décident qui a le droit de porter des armes. Et aussi, il faut que nos représentants se détachent du NRA et dans les États, comme je viens de dire, au Midwest, au sud, les États plus conservateurs. J'ai l'impression qu'on ne prend pas la question au sérieux. Alors les étudiants se sont plaints justement que la NRA donnait de l'argent aux politiciens, vous en avez parlé. Est-ce que vous pensez que cette sorte de don fait de la part d'un lobby comme celui-ci devrait être autorisé ou non? Moi, personnellement, non. Je ne crois pas que ça devrait être autorisé. Pour moi, ça, c'est vraiment le problème. Le professeur Erika Cefalo de l'Université du Maryland. Judith Omanda, je vous ai observé, vous avez écouté avec grande attention, bien sûr, cette interview, cette question. Quel est votre point de vue là-dessus? Je dirais simplement que, comme la dame l'a si bien souligné, il faudrait revoir les lois concernant les armes. Et je pense que c'est un sujet assez délicat parce que le marché des armes est très lucratif aussi. Donc, réduire le nombre de personnes qui auraient des armes, je ne sais pas si le gouvernement aura la possibilité de le faire, mais il faut que ça se fasse. Parce que beaucoup d'écoles ici subissent le même sort. Beaucoup d'élèves, à chaque fois, sont tués par des gens qui peuvent aller dans un store, s'acheter une arme sans avoir un permis ou sans avoir une registration, par exemple, comme ils le disent ici. Donc je pense qu'effectivement, la violence ne résout rien. Il faudrait peut-être que les gens ici apprennent plutôt à dialoguer qu'à utiliser les armes. C'est ce que je dirais là-dessus. Et vous parliez d'éducation tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas aussi un gros problème d'éducation aux États-Unis pour que des jeunes agissent ainsi? Tout ça, c'est le savoir-vivre, c'est l'éducation. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'éducation formelle. Et en fait, depuis le début de ce débat, je ne sais pas si vous avez remarqué, absolument personne n'a prononcé ce mot-là, éducation. Effectivement, parce que je pense que pour le moment, tout le monde est un peu sous l'émotion de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de morts. Et je pense que il faudrait que sur la scène politique, en général, qu'on élève le débat à ce niveau-là. Parce qu'on parle juste du NRA, mais on ne parle pas de cet aspect-là, de l'éducation. Je pense que si le peuple américain, comme tout peuple d'ailleurs, à travers le monde, avait cette éducation de base-là. Il faut commencer par avoir conscience et puis peut-être l'admettre, le reconnaître, qu'il y a effectivement un problème d'éducation quelque part. Il y a un problème d'éducation quelque part, oui. Il y a un problème d'éducation. Parce que je pense que si vous connaissez vos droits, vous n'avez pas besoin d'utiliser une arme pour vous faire entendre. Ça, c'est mon avis. Mais vous avez vu, ça, le sujet des armes aux États-Unis, c'est comme dans votre famille, la politique, c'est l'opposition. Ça crée des troubles au sein même des familles. Bien sûr. Soit on est pour, soit on est contre. Soit on est pour, soit on est contre. Il n'y a pas vraiment de position modérée, on va dire. Malheureusement, non. Judith Omanda, un grand merci pour votre participation. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est surtout le peuple gabonais qui vous remercie. Un grand merci également à Fredner Kayemit, à la production et bien sûr le plus grand des merci à nos auditrices et nos auditeurs. À très bientôt, au revoir. Ok, au revoir. Arrête.